Bonsoir. Bienvenue à cette séance publique du Conseil d'administration d'Exo. Merci d'être avec nous, autant ici à la Maison du citoyen de Saint-Eustache qu'en ligne. Mon nom est Catherine Maurice et je suis chef relations médias et communication opérationnelle chez Exo et je serai l'animatrice ce soir. Je suis accompagnée sur scène de M. Sylvain Yel, directeur général, M. Marc Rousseau, directeur exécutif exploitation, Mme Marie-Hélène Cloutier, directrice exécutive mobilité clients et partenaires, et Maître Fanny Gaillet, secrétaire générale adjointe et directrice gouvernance et affaires commerciales. Je tiens également à saluer les membres du conseil d'administration qui participent à cette séance en personne et en virtuel. Sans plus tarder, je passe la parole à M. Pierre Charron, maire de Saint-Eustache, pour nous adresser un mot de bienvenue. M. Charron. Là. Ici. Oui. Merci beaucoup. Alors, bonsoir tout le monde. Je salue aussi les gens qui sont sur le web. Donc, cette soirée est une soirée d'information. C'est une soirée aussi où les gens, vous aurez l'occasion de poser les questions. Vous allez avoir vos réponses. Si par inadvertance, il n'y a pas réponse immédiatement, on s'assure toujours que vous allez avoir la réponse. Je vous dirais que, bon, le transport collectif, présentement, est dans un mouvement tumultueux. Les gens qui sont ici, autant le personnel d'Exo que les membres du conseil d'administration, le transport en commun, c'est quelque chose à laquelle nous croyons. C'est quelque chose, en tout cas moi, d'un point de vue personnel, là, je suis peut-être le personnage politique ici, c'est quelque chose, le transport collectif, on doit investir pour l'avenir dans le transport collectif. Ça doit jouer un rôle important. Sur la Couronne Nord, en tout cas, nous avons de grands défis. On espère un jour pouvoir réaliser ces grands défis. Mais bref, je peux vous dire qu'Exo, les différents maires, on croit au transport en commun, puis présentement, on se bat pour sauver le transport en commun. Alors, bonne soirée, merci, et ne vous gênez pas pour les questions. Je vous garantis que vous allez avoir vos réponses et toute l'information nécessaire pour faire une bonne réflexion. Bonne soirée, merci. Merci, M. Charron. J'inviterai maintenant Maître Gaillet à ouvrir officiellement cette séance publique du conseil d'administration. Alors, bonjour, je me présente, Fanny Gaillet, secrétaire générale adjointe, directrice gouvernance et affaires commerciales chez Exo. Tout d'abord, je tiens à vous souhaiter la bienvenue à cette séance publique annuelle 2024 du conseil d'administration d'Exo, qui se tient conformément à l'article 38 de la loi sur le réseau de transport métropolitain. Prenez note qu'en raison d'un empêchement de dernière minute lié à des obligations professionnelles hors de son contrôle, la présidente du conseil d'administration, Mme Josée Bérubé, a le regret de ne pas pouvoir être parmi nous ce soir. La présente séance se déroulera donc comme suit. Notre directeur général, Sylvain Yel, débutera par la présentation du rapport annuel des activités d'Exo pour l'année 2023. S'ensuivra la présentation des travaux des comités statutaires du conseil d'administration, présentation faite par leurs présidents respectifs. Cette présentation sera suivie par un retour sur l'état du service d'Exo pour les premiers mois de 2024 et la direction fera le point sur les projets en cours et à venir. Enfin, il y aura la période de questions. À cet égard, je me permets de vous rappeler les grandes lignes de la procédure à suivre pour poser vos questions. La période de questions est d'une durée d'1 heure, à moins que la vice-présidente du conseil d'administration ne juge à propos de la prolonger ou de la terminer plus tôt si l'ensemble des questions ont été répondues. Nous répondrons en priorité et en alternance aux questions qui nous ont été transmises via les formulaires disponibles sur le site Internet depuis le 13 mai dernier, ainsi qu'aux questions des personnes présentes dans la salle. Enfin, si le temps nous le permet, nous répondrons aux questions qui peuvent être posées en temps réel sur le fil de discussion. Je vous rappelle également que votre question doit se rapporter à une matière d'intérêt public qui relève des attributions d'Exo, de son conseil d'administration, de ses administrateurs ou de son directeur général. Également, une question ne sera pas recevable si elle porte sur un sujet litigieux ou si elle concerne un sujet qui est pendant devant les tribunaux civils ou administratifs. Et enfin, pour les personnes présentes, je vous demanderai de vous nommer et d'indiquer votre lieu de résidence avant de poser la question.
Sur ce, je lance officiellement la séance publique. Je vous remercie et je donne la parole à notre directeur général, Sylvain Hiel. Bonne séance. Merci beaucoup, Fanny. Merci, M. Charon, de votre accueil ici à Saint-Eustache. Ça nous fait plaisir de visiter votre ville. Bonsoir à tout le monde, à tous ceux qui se joignent à nous autant en ligne que sur place. Je vous remercie de votre présence, de votre participation à cette séance publique annuelle du Conseil d'administration d'Exo. Cette séance est l'occasion de revenir sur les réalisations d'Exo en 2023. Je vous invite d'ailleurs à consulter notre rapport d'activité 2023 sur notre site Web afin de prendre connaissance là, de la revue de nos activités en détail. Nous allons également regarder vers l'avenir et répondre aux questions à la fin de la présentation. Je dois dire que nous sommes très fiers de ce que nous avons accompli en 2023, particulièrement dans le contexte que M. Charon énonçait on peut le dire, là, de crise du transport collectif ou de financement du transport collectif. Donc, c'est un contexte difficile, mais on a tiré notre épingle du jeu. Vous pourrez le voir en détail dans la présentation. Mais parmi les événements marquants, il faut souligner l'important rebond de l'achalandage dans nos services. En effet, sur la Couronne Nord, nous avons dépassé l'achalandage pré-pandémique et c'est très encourageant. Sur la Couronne Sud, l'arrivée du REM nous a permis de revoir notre réseau et nos rabattements vers le REM qui a été mis en fonction en 2023. Et les habitudes des citoyens des secteurs de Chambly, Richelieu, Carignan, le Richelin, Roussillon, vers ce nouveau mode de transport ont été confirmés. Nous avons vu qu'après 6 mois d'exploitation, les gens ont adopté notre nouveau réseau vers le REM et que de nouvelles habitudes se prennent. Également, en 2023, nous avons fait face à un enjeu de pénurie de main-d'œuvre, en particulier en début d'année avec nos transporteurs, ce qui a affecté notre capacité d'atteindre nos cibles de livraison de services. Les équipes d'Exo ont travaillé de concert avec nos partenaires pour trouver des solutions et la situation s'est nettement améliorée depuis. On va le voir à travers les indicateurs qu'on va vous présenter ce soir. Je veux souligner également que l'équipe d'Exo a réussi à livrer d'importants projets d'infrastructure et dans les temps et les budgets impartis. Ce sont des projets qui améliorent significativement l'expérience des déplacements et la sécurité des usagers. Bref, tout au long de l'année, nous avons rivalisé d'agilité pour faire plus avec moins dans le contexte qu'on connaît. Nous sommes sortis des sentiers battus en repensant nos pratiques dans certains domaines. Je pense ici, entre autres, à notre programme de saine gestion des énergies, qui non seulement a permis de réduire notre consommation annuelle de carburant et donc nos émissions de gaz à effet de serre, mais également de réaliser des économies d'argent tout en offrant la même qualité de service. Optimiser les dépenses récurrentes est une pratique déjà bien établie chez Exo et à laquelle nous sommes fiers. Combiné à notre modèle d'affaires agile et performant, ces efforts d'optimisation font en sorte que les coûts d'exploitation d'Exo sont en contrôle et plus bas que dans les autres organisations de transport public. Je tiens à souligner également le travail rigoureux des membres de notre conseil d'administration qui ont accompli dans la gestion d'Exo. Chacun des comités du conseil a joué un rôle de gouvernance important dans le succès à long terme d'Exo. Avoir la responsabilité ultime de la gouvernance des affaires d'Exo, particulièrement dans le contexte tumultueux du transport collectif, n'est pas une mince tâche. Vous l'avez effectué avec brio et je vous en remercie. Alors, Fanny a parlé de l'ordre du jour, donc évidemment, on va parler du rapport annuel 2023. Puis chaque président des comités du CA d'Exo va venir présenter un petit rapport sur les activités. Par la suite, on va parler un peu plus des activités de cette année et des projets en cours. Alors, parlant du conseil d'administration, vous allez avoir la chance d'entendre les présidents de conseil, mais on a aussi plusieurs autres administrateurs qui sont présents ici sur place ou en ligne, qui vont suivre la séance. Vous les voyez à l'écran. Donc, évidemment, le conseil d'administration d'Exo est composé de 15 administrateurs, dont 8 maires, 4 de la Couronne Nord, 4 de la Couronne Sud, dont M. Charon, et 7 administrateurs indépendants. Donc, la plupart sont présents ici ou en ligne ce soir. Je reviens sur les activités d'Exo. C'est quoi notre portrait, disons? Dans le fond, nous exploitons les 5 lignes de train de banlieue qui est composée de 52 gares, de 41 locomotives et de 206 voitures, donc wagons.
Donc, on exploite sur les voies ferrées du CP, du CN. On a quelques parties qui appartiennent à EXO ainsi qu'à CDPQ. Au niveau des autobus, on a 219 lignes d'autobus, 68 lignes de taxibus. On exploite avec plus de 600 véhicules et 11 terminus répartis là, sur les 2 couronnes. Évidemment, on a un nouveau service depuis 2 ans environ de transport à la demande qui est en opération à Belleuil, McMasterville et à Terrebonne. Et toutes les activités de transport adaptées sur les 2 couronnes aussi sont sous notre exploitation. Alors, parlons un peu de performance puis d'indicateurs. Donc, je pense que c'est le temps de faire le bilan là, pour 2023 au complet. Qu'est-ce qui ressort de nos chiffres en 2023? Donc, la ligne verte, c'est l'achalandage, la progression de l'achalandage des autobus sur les 2 couronnes. Donc, on voit une progression de 23 % de l'achalandage entre 2023 et 2022, globalement sur l'année, et de 30 % pour les trains. Donc, on voit vraiment une reprise de l'utilisation des services. Et en particulier, sur la couronne nord, on a dépassé, disons, l'achalandage d'avant la pandémie. Donc, c'est très encourageant, puis on voit que les gens reviennent dans les services. Au niveau des indicateurs de ponctualité, en 2023, on a atteint une moyenne de 79 % de ponctualité à chaque arrêt d'autobus et on a livré 98,5 % de tous les voyages qui étaient planifiés. Comme je l'ai mentionné, au début de l'année, on a eu des difficultés aussi durant l'été, mais depuis le début de la rentrée, on a atteint des niveaux très intéressants, puis on a atteint notre cible de livraison de services. Au niveau des lignes de train, notre cible de ponctualité est à 95 %. On a atteint en 2023 94,4 % donc on est très près de la cible, avec des retards au-delà de 6 minutes, de 6 à 10 minutes, là, très limités, puis plus de 10 minutes encore moins. Donc, chaque ligne a sa propre ponctualité. On a eu des petites difficultés sur la ligne Mont-Saint-Hilaire en 2023. Par contre, là, plusieurs lignes dépassent les cibles qu'on s'est données dans notre plan stratégique. Au niveau du transport adapté, on a une croissance d'achalandage qui est phénoménale, on peut le dire. On est rendu à 21 % de plus que l'année précédente et il y avait une grosse hausse déjà en 2022. Donc, beaucoup d'adhésion au transport adapté sur les 2 couronnes. Également, la ponctualité qui est en croissance. On a une cible à 78 %. On est rendu à 75,1 % pour l'année 2023. Au niveau du transport à la demande, donc je vous ai parlé des 2 services. L'achalandage continue de croître, on l'a vu tout au long de l'année. Les bénéfices du transport à la demande, évidemment, c'est d'optimiser le service pour donner une meilleure offre avec les mêmes moyens. Les temps d'attente sont réduits aussi pour la clientèle. C'est un service qui est plus flexible et personnalisé. Il y a une offre de transport qui est abordable aussi, avec une meilleure couverture du territoire dans certaines localités. Et ça stimule, là, dans le fond, l'économie et l'attractivité de la main-d'œuvre dans ces secteurs-là. Pour la prochaine partie, je vais céder la parole à Marie-Hélène Cloutier, qui va vous parler particulièrement là, des refontes de réseau en lien avec la mise en service du REM. Alors, bonsoir à tous. Bien heureuse d'être avec vous aujourd'hui. Comme vous savez, chez EXO, on a un grand programme qui s'appelle EXO Mon Réseau qui vise en fait à revoir l'entièreté de nos secteurs. On vise en fait à s'adapter aux nouveaux besoins des usagers qui ont grandement évolué depuis les dernières années, de s'arrimer également aux grands projets de mobilité, le REM pour le nommer, et surtout décloisonner les secteurs qui permettent aux gens de mieux circuler d'une ville à une autre. Donc, il y a plusieurs besoins que la population nous exprime lorsqu'on s'assoit avec eux dans des consultations publiques et qu'on veut construire les nouveaux réseaux. Souvent, on nous mentionne l'absence de lien Est-Ouest. On va parler d'une demande de bonification de fréquence de nos passages en pointe et hors pointe, donc durant la journée. On nous mentionne souvent que le réseau est lent, on veut le rendre plus rapide. On parle de la couverture également du territoire, des nouveaux quartiers résidentiels, des quartiers également où il y a des entreprises, des pôles de services et surtout les quartiers industriels
qui nécessite également d'avoir une bonne fréquence pour que les gens puissent se déplacer vers le travail. Donc, nos attentes, nos orientations lorsqu'on parle de ces grands projets-là de refonte qui vont se dérouler sur plusieurs années, c'est définitivement de voir à mieux connecter nos couronnes, de s'assurer de créer des réseaux qui sont plus directs, qui ont une bonne fréquence, avec lesquels on va être capable de mieux transporter les gens sur l'ensemble du territoire et de surtout répondre à ces nouveaux besoins-là qu'on a ressentis, que les usagers nous expriment, surtout à la sortie d'une pandémie, qui ont drôlement changé leurs besoins, tout en s'attendant définitivement, puis pour nous, c'est une orientation qui est très importante également, de s'assurer d'être flexible et innovant. Ce qui me permet de revenir sur nos premières refontes de réseau. À titre de rappel, on a opérationnalisé notre première refonte de réseau sur la couronne sud lors du premier lancement du premier tronçon du REM à l'été dernier. Donc, l'opérationnalisation d'un tel travail, c'est l'aboutissement d'énormément de mobilisation, une mobilisation autant des équipes d'Exo, mais également de l'implication des citoyens, des usagers, de toutes nos parties prenantes, les élus, tout l'écosystème vraiment des villes qui se sont mobilisés pour rendre ces secteurs-là attrayants. Donc, on a mis en service un nouveau réseau d'autobus dans les secteurs de Chambly, Richelieu, Carignan et le Richelin-Roussillon. Et au départ, c'est certain que ça demandait une certaine capacité d'adaptation aux usagers. On a été présents sur le terrain pour les accompagner. Et la qualité du service, maintenant, elle est au rendez-vous et j'étais contente de voir ces chiffres-là pour vous les présenter ce soir. Donc, si on se souvient, pour revenir un peu en arrière, depuis l'inauguration du REM le 31 juillet dernier, les autobus d'Exo, c'est la nouveauté, ne peuvent plus circuler sur le pont Samuel de Champlain. Donc, c'est à cette date-là, en fait, que nos réseaux ont été complètement reconfigurés, ce qui explique un changement considérable qu'on a fait vivre à notre clientèle. Donc, on a accompagné nos clients dans cette période de transition-là, mais surtout, on a procédé quelques semaines après le lancement du nouveau réseau à un sondage pour vraiment capter les commentaires des usagers pour voir qu'est-ce qui fonctionnait, qu'est-ce qui pouvait être amélioré. Et ces changements-là, on les a adressés à l'automne dernier, ce qui nous a permis justement d'atténuer certains mécontentements puis d'ajuster notre desserte pour que ça rime bien avec les besoins des usagers. Donc, si on regarde secteur par secteur, Chambly, Richelieu, Carignan pour commencer, on a des indicateurs de fiabilité de service qui démontrent la performance du réseau. C'est au rendez-vous dans le secteur. Donc, on a un taux de livraison qui est l'un des meilleurs sur notre territoire desservi par Exo. Donc, dans la grande majorité des cas, les autobus respectent leurs horaires ainsi que la ponctualité qui dépasse notre cible opérationnelle avec 85 %. Donc, des excellents résultats. L'achalandage également a augmenté de 10 %. Moi, ça me fait vraiment plaisir parce que quand on crée un nouveau réseau, on veut s'assurer de répondre à des nouveaux besoins. Donc, il y a peut-être une nouvelle clientèle qui trouve leur compte, donc une hausse de l'achalandage par rapport à 2023. Et surtout, les plaintes ont fortement diminué à mesure que les usagers ont non seulement fait part de leurs commentaires, mais pris le temps d'apprivoiser ce réseau-là. Parce que des changements, ils en ont. Et surtout, bien, il y a le rabattement vers le REM qui est un changement d'habitude considérable. Lorsqu'on regarde le Richelin-Roussillon, la ponctualité des autobus dans le secteur est aussi un des meilleurs du territoire avec Exo. Donc, on parle de 90 %, qui est bien au-delà de notre cible opérationnelle, qui est à 83 %. On continue de travailler en collaboration avec notre fournisseur pour améliorer le taux de livraison de services. Et il y a vraiment quand même une nette amélioration qu'on tenait à mentionner par rapport à l'an dernier, où le taux de livraison était autour de 97,7 %. Donc là, on est à 99,3 %. C'est notable là, comme amélioration. Donc, on va continuer de suivre nos indicateurs de manière récurrente. Nos tableaux de bord sont bien à jour pour suivre cette refonte-là. C'est une première refonte de plusieurs. Et c'est une expérience à travers ces refontes-là sur lesquelles on a pu tirer énormément de conclusions qui vont nous amener à mieux orchestrer les prochaines. On vise toujours à s'améliorer. Il y a un nouveau sondage de satisfaction de la clientèle qui va prendre action à partir du 16 septembre via notre grande enquête mobilité qui se tiendra donc, je le mentionnais, du 16 septembre au 1er octobre. Et je m'en voudrais de ne pas vous mentionner
également que récemment Exo et toutes ses équipes et tout le travail des partenaires justement qui ont fait de ce projet-là un succès ont reçu un prix pour toute la qualité en fait de l'accompagnement de la clientèle, des plans de communication pour s'assurer vraiment qu'on atténuait le plus possible les changements de la clientèle. Alors un succès pour ces refontes-là, ce qui m'amène à vous parler des prochaines sur lesquelles nous travaillons. Alors, lorsqu'on regarde la Couronne Nord et le secteur de l'Assomption, Terrebonne et Mascouche, en décembre 2023, s'est terminée la première phase de consultation publique pour la refonte du secteur l'Assomption, Terrebonne et Mascouche. Comme pour chaque processus de refonte, alors c'est important pour nous de laisser le public s'exprimer sur les scénarios qui sont envisagés lors des rondes de consultation publique. Il y a près de 1250 personnes qui sont venues se faire entendre et on a également une pratique là, de plus en plus de se déplacer proche des communautés et particulièrement, on se rend dans les cégeps pour s'assurer également d'entendre les populations étudiantes parce qu'ils sont vraiment très actifs dans nos réseaux puis on veut les entendre pour bien répondre à leurs besoins. Il y a des rencontres également avec plusieurs parties prenantes et toutes les entreprises ou les pôles de services qui sont des grands générateurs de déplacements dans ces secteurs-là pour nous aider à bien recueillir les besoins en termes de mobilité et ça nous aide à établir les grandes orientations pour le secteur. Lorsqu'on regarde le secteur de Laurentides, en mai 2023, en fait, on est rendu plus loin dans ce secteur-là. On a conclu la deuxième phase de consultation publique pour ce secteur. Depuis, nos équipes Exo ont vraiment raffiné le réseau. On est en train de le finaliser. Et ça me permet donc de vous mentionner, comme il est public maintenant, de le dire, que la mise en service du REM dans ce secteur-là, tel qu'il a été annoncé, a été reporté en 2025. Donc, on peut logiquement imaginer qu'on est en train de déplacer nos calendriers parce qu'il y a une portion de cette refonte-là qui doit se rattacher au lancement du REM. Alors, on va revoir les calendriers. On vous reviendra avec plus de détails sous peu. Finalement, lorsqu'on regarde la Couronne Sud, la presqu'île, donc un peu comme le secteur des Laurentides, la presqu'île, on a conclu en février 2023 la deuxième phase de consultation publique. Donc, les équipes d'Exo sont également en train de finaliser tous les ajustements pour qu'on soit prêt pour le lancement prochainement également. Encore une fois, affecté par le report du lancement du REM, mais on sera prêt et bien aligné avec l'arrivée du REM lorsque la date sera annoncée. Et je termine en vous parlant du secteur Haut-Saint-Laurent Sud-Ouest et on est rendu au début du séquencement des consultations publiques, donc une première séance de consultation qui s'est terminée le 26 mai dernier. Donc, on se met au travail, les équipes d'Exo vont vraiment élaborer tous les différents scénarios pour par la suite revenir dans une deuxième phase de consultation, présenter les scénarios à la clientèle. Donc, je vous remercie de votre participation à ces consultations-là. Ce sont des informations très précieuses qui nous permettent de construire des réseaux qui répondent à vos besoins. Merci. Au niveau des réalisations dans le contexte des infrastructures, je vais vous présenter quelques exemples, mais vous pourrez avoir l'ensemble des réalisations dans notre rapport annuel ou notre rapport d'activité 2023. Ici, je veux souligner, dans le fond, que notre plan décennal d'investissement prévoit plusieurs projets qui visent à moderniser graduellement nos infrastructures. Dans nos projets, on insiste sur l'intégration architecturale dans le milieu de vie, l'étroite collaboration aussi avec les villes pour minimiser l'impact sur les riverains et les usagers. Deux exemples récents qu'on peut souligner, c'est l'inauguration en 2023 et l'autre qui vient tout juste de l'être. En fait, il y a le terminus à Contrecœur. C'est un projet qui s'inscrit en droite ligne avec les objectifs du plan d'action de développement durable en matière d'accessibilité. Il y a une attention particulière qui a été portée à la performance environnementale, à l'intégration puis aux installations dans leur milieu de vie. Il y a eu un déboisement minimal qui a permis de conserver un maximum d'arbres matures, notamment dans le parc canin qui est adjacent au terminus. Et l'ensemble de l'œuvre a été pensé pour réduire les îlots de chaleur. On a également pensé à la clientèle à mobilité réduite, puis nous nous sommes efforcés d'aménager un cheminement libre d'obstacles pour la clientèle et des infrastructures accessibles.
Le projet développé en étroite collaboration avec la municipalité bénéficiera également aux citoyens de Contrecœur qui pourront profiter d'un parc canin amélioré et un accès à la piste multifonctionnelle. C'est un bel exemple là, de mutualisation des espaces et des efforts qu'Exo déploie pour être un partenaire avec les milieux. Également, le terminus de Châteauguay qui a été inauguré très récemment, un nouveau terminus totalement réaménagé et moderne. C'est un projet qui visait à remplacer les infrastructures existantes par un nouveau concept moderne où tous les services d'Exo sont offerts en un seul et même endroit. Il y a un nouveau point de vente et service qui a été construit à même le terminus, une boucle d'autobus qui est passée de un seul quai à 10 quais, qui permet d'accueillir plusieurs lignes à l'intérieur du terminus et de prévoir les développements futurs. Il y a 2 autres quais d'embarquement qui ont été également aménagés sur le boulevard Saint-Jean-Baptiste. Des marquises ont été installées afin de protéger les usagers des intempéries. Le nouveau terminus dispose d'un débarcadère adapté ainsi qu'un dépose-minute. Le stationnement incitatif est maintenant entièrement asphalté. Plusieurs autres projets ont suivi leur cours au courant de l'année 2023 et d'autres vont être mis en service en 2024. Notre plan de développement durable, donc on a un plan de développement durable, on a effectué un bilan de la 2e année de ce plan d'action-là qui se termine en 2025. Voici quelques actions qui ont été complétées cette année. Il y a eu le contrat d'acquisition des premiers autobus électriques dans le cadre du programme Exobus. Donc, la commande est passée. Les premiers autobus électriques vont arriver sur notre réseau en 2025. On a fait un programme de sensibilisation à la sécurité ferroviaire et à la sécurité routière. Nos équipes ont poursuivi leurs activités de prévention, notamment de sensibilisation des usagers aux dangers et aux bons comportements adoptés aux abords des voies ferrées. Il y a eu également une initiative d'amélioration de l'efficacité énergétique des trains. On a amélioré nos pratiques d'approvisionnement responsables ainsi que notre stratégie de résilience face au changement climatique qui a été entamée en 2023. Maintenant, nous allons passer au rapport des comités du conseil d'administration. Je vais inviter Catherine à orchestrer la suite des présentations. Je demanderai à Mme Manon Caron, présidente du comité gouvernance, éthique et ressources humaines, à venir nous faire sa présentation. Alors, bonjour tout le monde. C'est à mon tour de vous souhaiter la bienvenue à cette assemblée. C'est toujours un plaisir pour nous de savoir qu'il y a des gens qui s'intéressent à notre corporation, très importante en matière de transport collectif. Alors, le comité que je préside, le comité de gouvernance éthique et de ressources humaines, est un comité qui a été institué dans le cadre de la loi. Il est, entre autres, responsable de conseiller, voire d'appuyer le conseil d'administration en matière de gouvernance et d'éthique, c'est-à-dire tout ce qui concerne son fonctionnement, ses règles, ses pouvoirs, ses responsabilités, voire son évaluation et ses mécanismes de reddition de comptes. Le tout, bien sûr, en vue d'assurer la bonne conduite des affaires d'Exo en fonction des meilleures pratiques en matière de gouvernance. Ce comité est aussi responsable d'appuyer et conseiller le Conseil en matière de ressources humaines afin qu'il puisse s'assurer d'une gestion saine, efficace et efficiente du capital humain que sont les employés dont dispose Exo. De façon générale, on peut dire que ce comité soutient le Conseil dans le développement d'une gouvernance qui est fondée sur des principes d'efficacité, de transparence, d'imputabilité, en lui proposant l'adoption de nouvelles modalités ou pratiques de gouvernance et en évaluant aussi périodiquement celles qui sont en vigueur. Le comité exerce aussi un rôle de vigie dans les dossiers d'Exo en matière de gouvernance, dont la planification stratégique ou la formation de la relève, pour n'en citer que quelques-uns, et il exerce une vigie quant à l'application et à l'interprétation du Code d'éthique et de déontologie des administrateurs et des officiers du réseau de transport métropolitain qu'est Exo, et du Code d'éthique et de déontologie des employés, code d'ailleurs qui sont périodiquement revus et mis à jour en fonction aussi des meilleures pratiques en la matière. Donc, enfin, globalement, on peut dire que c'est un comité qui exerce un rôle de vigie des dossiers d'Exo en matière d'éthique, de gouvernance et de ressources humaines, comme son nom le précise. D'ailleurs, plus précisément, en 2023, le comité a analysé et présenté au conseil d'administration plusieurs documents qu'il a revus, notamment le Code d'éthique et de déontologie des administrateurs et des officiers,
le règlement numéro 2, règlement relatif à la rémunération des administrateurs, ainsi que la politique sur les ressources humaines d'Exo. Il a également, tout au long de l'année, porté une attention particulière au suivi de l'état des effectifs d'Exo, incluant, entre autres, une analyse du mouvement de son personnel. Il a également étudié et recommandé au Conseil le renouvellement des contrats de travail des officiers d'Exo et avons donc renouvelé notre confiance envers cette équipe que nous estimons engagée envers nos clients et performante. Le comité a aussi pris connaissance et discuté des modifications proposées par la direction à la structure organisationnelle d'Exo, et ce, pour mieux répondre aux enjeux dans un contexte de rareté des ressources. Au terme de l'année 2023, le comité a aussi entrepris l'étude et la planification du processus de renouvellement de mandats ou de nouvelles désignations d'administrateurs dans un contexte où les mandats de 5 administrateurs d'Exo sont à échéance en fin d'année 2024, donc cette année. Et finalement, en lieu et place d'une évaluation annuelle interne du fonctionnement du Conseil et de ses comités, et suivant une discussion et décision du Conseil, une firme externe spécialisée a été mandatée pour procéder à l'analyse de la maturité des pratiques de gouvernance du Conseil, et ce, après 7 années d'existence, en se comparant bien sûr aux meilleures pratiques enseignées en la matière. À cet égard, la firme externe a souligné la mise en place de très bonnes pratiques internes de gouvernance, dont certaines d'ailleurs pour lesquelles Exo est précurseur. Des pistes d'amélioration ont également été soulevées. Ces pistes d'amélioration seront étudiées par le comité en 2024 avec l'appui de la direction d'Exo pour recommandation au Conseil. Alors, je vous remercie pour votre attention. Merci, Mme Caron. J'inviterai maintenant M. Pierre Fortin, président du comité d'audit, à venir nous parler des activités de son comité. Bonjour à tous. Bonjour. Donc, le comité d'audit, le mandat du comité d'audit est de jouer un rôle essentiel au sein de la gouvernance financière d'Exo, conformément à la loi sur les réseaux de transport métropolitains. On a pour mandat de veiller à la saine gouvernance financière, à la conformité des lois et règlements applicables en matière des finances publiques. On s'intéresse principalement à l'intégrité de l'information, au budget, aux états financiers, au contrôle interne, à la gestion des risques et à la gestion optimale des ressources de la société, ainsi qu'à la fonction d'audit interne et à la relation avec l'auditeur externe. Au niveau de l'année 2023, fondamentalement, on a 6 comités par année. Il y a des sujets qui reviennent à chacun des comités, comme le suivi de la situation financière, le suivi de la gestion de trésorerie, le dépôt des mandats d'audit interne, ainsi que le suivi des plans d'action. Ponctuellement, on a le dossier de budget à l'automne, on a le dossier de revue des états financiers externes au comité d'avril, la présentation du cadre financier 5 ans que l'on revise à chaque année lors du comité du mois de juin. Et finalement, on a des dossiers plus ponctuels. Au cours de l'année 2023, on a eu à examiner d'une demande de la RTM pour l'affectation d'un montant de 50 milliards de dollars des surplus d'Exo au cadre financier métropolitain 2024. Donc, c'était, comme vous pouvez vous en douter, un gros dossier analysé. Ça conclut ma présentation. Je regarde, là, je pense que j'ai passé à travers toutes mes notes. Donc, c'est les principaux mandats qui nous sont attribués. Je voudrais souligner peut-être le travail des membres du comité qui me soutiennent, ainsi que du directeur financier d'Exo, Alain Parenteau, et de l'auditrice interne, Caroline Hamilton, qui sont d'un très fort appui à ce comité. Merci à tous. Merci, M. Fortin. J'inviterai Mme Chantal Brouillette, présidente du comité de suivi des projets, à venir nous adresser la parole. Alors, bonsoir à tous. En tant que présidente du comité de suivi de projet, notre rôle est de conseiller, le rôle du comité est de conseiller et d'appuyer le conseil en matière de gestion de projet, bien sûr, et aussi de conseiller et d'appuyer le conseil en matière de gestion contractuelle afin qu'il puisse s'assurer de respecter la loi sur les sociétés de transport en commun. Et qu'en tout temps, l'approvisionnement des biens et services d'Exo soit conforme aux meilleures pratiques, tout dans un cadre légal, réglementaire rigoureux, visant notamment à s'assurer de l'équité, de l'intégrité, de la transparence, ainsi que la saine gestion des deniers publics. En termes d'activité, le comité de suivi de projet, cette année, a pris connaissance de la reddition de comptes annuels ayant trait à la gestion contractuelle chez Exo, conformément à la loi
sur les sociétés de transport en commun et à son règlement numéro 5. Il a également procédé au suivi du portefeuille de projets d'Exo, qui est fait sur une base régulière au cours de nos 5 réunions annuelles pendant l'année, en fonction des objectifs stratégiques et de la politique sur la gestion de projet, ainsi que du sous-portefeuille de projets technologie de l'information et des systèmes de transport intelligents. Le CSP a également suivi de façon plus précise l'état d'avancement de certains projets ou de programmes d'envergure d'Exo. Notamment, on parle du programme d'acquisition et d'électrification du parc d'autobus ou de programme d'acquisition aussi de nos nouvelles voitures qui seront mis en service d'ici la fin du mois de juin. Finalement, le comité de suivi de projet a approuvé les critères de priorisation des projets du portefeuille de projets d'Exo et, conjointement avec le comité d'audit, il a recommandé l'adoption du programme des immobilisations pour les années 2024 à 2033. Merci. Merci, Mme Brouillette. Donc, pour terminer, M. Pierre Cardinal, président du comité sur la qualité des services aux usagers, incluant le comité Couronne-Nord et le comité Couronne-Sud. Merci, bonsoir. Je suis extrêmement heureux de venir vous parler d'un sujet qui est passionnant pour tous, la qualité des services offerts chez Exo. Le comité qualité, comme on l'appelle communément, est dans le fond un comité tout simple. On est là pour appuyer le conseil d'administration sur sa mission, ses orientations touchant la qualité des services offerts. Ce qui veut dire, concrètement, on recommande des orientations de qualité, on les soumet au conseil d'administration, qui, à peu de choses près, les accepte. Et une fois que c'est accepté, la job commence. On en assure un suivi périodique. En termes de fonctionnement, le comité qualité se rencontre 4 fois par année. Il est composé de 5 membres, comme vous pouvez le voir à vos écrans en ce moment, 3 membres indépendants et 2 membres élus. Mais ce qui fait la particularité du comité qualité, c'est qu'à chacune de ces 4 séances, les 4 maires et mairesses de la Couronne-Nord et les 4 maires et mairesses de la Couronne-Sud participent au débat, participent aux rencontres, ce qui fait qu'on a une excellente lecture en temps réel, séance par séance, de ce qui se passe. Ce qui fait qu'à la conclusion de chacune des séances du comité qualité, comme n'importe quel comité chez Exo, il y a une reddition de compte qui est faite par chacune des présidences du comité aux membres du conseil d'administration. Donc, on peut dire que sur une base trimestrielle, tous les membres du conseil d'administration sont parfaitement au parfum de ce qui est décidé, de ce qui est discuté au comité qualité. En termes de réalisation de la dernière année, tout d'abord, le plus gros morceau de ce qu'on a à suivre, c'est ce qu'on appelle le suivi de l'état de la qualité des services offerts. Un immense et volumineux rapport que tout le monde se prend plaisir à lire, qui fait le tour de tous les indices inimaginables qui peuvent mesurer la qualité des services dans une société. Par exemple, on parle d'achalandage, on parle des plaintes, on parle de ponctualité. On en a parlé avec M. Yel tantôt, on parle de livraison de services, et ce, pour tous les services qu'on offre, que ce soit les services sur la Couronne-Nord, sur la Couronne-Sud, que ce soit les services de train, d'autobus, de taxibus, transport adapté, les nouveaux services de transport à demande qu'on offre depuis 18 mois, et même notre service à la clientèle, ce qu'on appelle le centre de relations clients. Ce qui veut dire qu'en tout temps, on a une lecture précise, parce que le danger avec la qualité, c'est de s'imaginer qu'on en fait, on le mesure précisément, et on compare, grâce à une équipe extraordinaire chez Exo, je tiens à le dire, d'une année à l'autre et d'un trimestre à l'autre, ce qui fait qu'en tout temps, on sait où on se trouve. Dans la dernière année, on a également, comme on fait à chaque année dans les sociétés de transport, on a analysé en détail les sondages, les études, les enquêtes auprès de notre clientèle, vous qui nous suivez. Pourquoi on fait ça? Bien, pour avoir premièrement un portrait de notre clientèle, parce que les portraits, ça change à toutes les années, surtout depuis la pandémie. Mais ce n'est pas tout. On peut comprendre vos habitudes de déplacement. Quand Mme Cloutier vous parlait des refontes de réseau, bien, la refonte de réseau, il faut comprendre c'est quoi vos déplacements, il faut comprendre c'est quoi vos besoins. C'est pour ça qu'on vous invite à participer à ces enquêtes-là. Sur le même ordre d'idée, dans la dernière année, on a, comme société, on a décidé d'être encore plus orienté vers nos clients. Pour vous donner une idée, les lois constitutives des sociétés de transport nous obligent à faire une séance publique par année. Nous en faisons 3. Pourquoi? Bien, comme ce soir, pour vous écouter, entendre vos questions et ajuster notre offre de service. Donc, une organisation davantage centrée client nous a permis cette année de revoir le concept d'expérience client et de définir une politique
de qualité en matière de services qu'on met en œuvre à l'instant, depuis quelques mois. Finalement, très important pour nous, on a recommandé au conseil d'administration d'adopter le bilan du plan de développement en matière d'accessibilité. Un plan qu'on avait désigné en 2018, qui s'est terminé en 2022. Donc, chaque année, on en approuve le bilan, qui est accepté par le conseil. Et dans la dernière année, on a également recommandé l'adoption d'un nouveau plan de développement d'accessibilité pour la période 2023-2027. Voici en gros les travaux qui ont été faits. Évidemment, vous vous doutez que, comme chaque comité, tout le monde en fait beaucoup plus, mais je vous invite à consulter notre rapport annuel pour avoir une idée de l'ampleur de tout ce qui est entrepris chez EXO, notamment au comité de qualité. Merci. Merci, M. Cardinal. M. Yel, je pense que c'est... Il n'y a pas de blessés, ça tout va bien. Donc, dans un contexte là, où l'inflation, comme vous le savez, évolue à vitesse grand V, il est primordial pour EXO de continuer d'optimiser ses façons de faire, de prioriser certaines activités afin de fournir un service qui réponde aux besoins en évolution de la mobilité collective. Donc, EXO, au niveau de la performance, a donc procédé à un exercice financier complexe afin de pallier la hausse des dépenses dues à la pression de l'inflation. Nous avons intégré dans notre budget 2024 une diminution de la masse salariale d'environ 7 effectué une priorisation des projets axés sur le maintien d'actifs, modifier la fréquence de certains entretiens et diminuer des dépenses connexes. Nous avons optimisé environ 15 millions de dépenses grâce à des ajustements de services durant la pandémie. Nos services coûtent moins cher que ce qu'on retrouve en général dans le transport public et on a économisé également environ 1,5 million sur les dépenses de baux liées justement aux bénéfices du télétravail. Je vais passer la parole à Marc Rousseau pour parler des faits saillants du début de l'année 2024, maintenant qu'on a fait le tour du rapport annuel 2023. Marc. Oui, merci Sylvain. Donc, ça me fait très plaisir de vous présenter, pour débuter, nos principaux indicateurs depuis le début de l'année. Ce qui est intéressant de savoir, c'est qu'on a débuté l'année comme on a terminé l'année 2023, c'est-à-dire en force. Donc, vous pouvez constater que dans tous les modes, les principaux modes de transport chez EXO, l'achalandage est à la hausse. Du côté des trains, on est à plus 20 du côté des bus, plus 14 du côté du transport adapté, la croissance continue encore cette année à plus 15 On a également des taux de ponctualité quand même très intéressants là, du côté des trains, 95,7 de ponctualité. En fait, on a 4 lignes sur 5 qui sont au-dessus de la cible de 95 Il y a une seule ligne, en fait, qui est Saint-Hilaire, là, puis j'aurai la chance de vous expliquer un petit peu ce qui se passe actuellement sur la ligne Saint-Hilaire. Du côté des bus, on est à 82,4 de ponctualité. Et du côté transport adapté, on continue notre amélioration. On se souvient que l'année passée, on était bien en bas du 80 là, on était même dans les bas-fonds de près de 70 il y a 18 mois à peine. Donc, on est maintenant à 83,2 Au niveau de la livraison de services, du côté train, ça va toujours bien à 99,5 Du côté de la livraison de services, du côté bus, là où on a eu quand même passablement d'enjeux l'année passée, comme vous savez, puis on l'a nommé tantôt, là, on était autour de 98 Donc, on a quand même gagné 1 point de pourcentage cette année. On a eu un très bon début d'année, là, donc on tourne autour de 99,5 des voyages ou des départs qui sont effectués. Juste pour vous donner un peu l'ampleur là, du 1 c'est autour de 6 000 voyages qu'on a fait, en fait, de plus que l'année dernière. En d'autres mots, on a vraiment mieux performé. On est sur notre cible dans 8 secteurs sur 11. Et au-delà de la cible, il y a un seul secteur là, qui est sous la barre du 99 Donc, vraiment, je tiens à remercier les équipes d'exploitation d'EXO, nos partenaires d'affaires, les opérateurs de train, transporteurs autobus, les entreprises de taxi qui nous supportent dans les déplacements du côté du transport adapté pour la qualité qui a été offerte depuis le début de l'année. On le voit, ça se traduit dans nos sondages de satisfaction, donc une clientèle qui est
bon an, mal an, très satisfaite des services offerts par les équipes d'exploitation chez Exo. Maintenant, quelques projets en cours. Toujours intéressant de vous parler des différents projets qu'on entame chez Exo dans le cadre d'une année. Donc, comme Sylvain l'a mentionné un peu plus tôt, l'année dernière, en 2023, donc on a passé, nous également, comme les autres sociétés de transport, une commande pour des véhicules électriques. Donc, la commande qui était passée avec les autres sociétés de transport, c'est essentiellement des véhicules urbains. Donc, ce sont des véhicules de 40 pieds. Mais chez Exo, on a également besoin d'autres gabarits de véhicules, compte tenu de la trame urbaine qu'on dessert, les différentes villes qu'on dessert. On n'a pas besoin de gros bus comme ça dans tous les secteurs. Donc, il y a une partie de notre flotte de véhicules qui est ce qu'on appelle soit des minibus, soit des midibus. Donc, le gabarit midibus est un gabarit qui le dit, là, qui est entre les deux gabarits, entre le urbain et les minibus. Donc, en fait, le manufacturier Le Tanda, là, qui a développé un produit qui est quand même très intéressant, qui est dans la gamme des midibus, qui est un manufacturier québécois avec lequel on s'est entendu pour faire un essai routier toute l'année. Donc, on procède à différents tests avec eux. Les tests ont fait, le projet a démarré au début de cette année, donc en période hivernale. On a la possibilité de faire ce projet-là avec notre transporteur Robert Paquette et Fils, qui est justement ici à Saint-Eustache. Donc, le véhicule, je pense que la population de Saint-Eustache commence à être habituée de le voir tourner là, parce qu'il tourne sur les circuits. On le voit souvent au terminus de Saint-Eustache également. Et tout dernièrement, on a commencé à embarquer des passagers juste pour voir un peu comment le véhicule réagit. Donc, c'est, je pense, une initiative qui est gagnant-gagnant, donc gagnant pour nous parce qu'on peut voir un peu comment ce type de véhicule-là réagit, comment la population réagit à ce type de véhicule-là également. On peut commencer à le présenter également à nos transporteurs, mais ça correspond aussi aux besoins de Le Tanda dont le véhicule est encore en développement. Donc, je pense que c'est une belle entente et ça se poursuit encore pour le restant de l'année. Maintenant, les autres projets, en fait, qui sont aussi très intéressants, on a lancé depuis peu ce qu'on appelle le projet Navilens. Navilens, en fait, c'est un projet qui offre, en fait, de l'aide à l'aide d'une application vocale aux usagers qui souffrent d'handicap visuel. L'objectif, c'est vraiment d'offrir une autonomie à ces usagers pour qu'ils puissent circuler sur le réseau avec confiance. Donc, cette expérimentation-là, on l'a lancée sur la ligne 15 de Repentigny. C'est notre toute première ligne qui est 100% accessible, donc c'est la raison pour laquelle on l'a lancée sur cette ligne-là. Il y a également un projet en cours qu'on a qui s'appelle BusPass. BusPass, vous voyez un petit peu la petite image, là, mais ça ne rend pas justice, je vous dirais, de ce que c'est. Donc, BusPass, c'est vraiment un système d'arrêt de bus intelligent qui offre des informations en temps réel sur le réseau. Ne cherchez pas les arrêts BusPass tout de suite, ils ne sont pas encore installés sur le réseau, mais le but de ces panneaux numériques-là, ça va permettre, entre autres, de donner le temps avant que le prochain bus passe, d'afficher les perturbations de service et les retards. Ça va permettre un système d'éclairage de nuit, parce qu'il y a une petite lumière au bout de ça, qui est rechargée de façon solaire. Donc, ça permet d'afficher l'horaire complet également. Puis, il y a également aussi une caméra de surveillance pour assurer la sécurité des usagers lorsqu'ils attendent l'autobus. Donc, un beau projet intéressant qui s'en vient très prochainement dans, je pense, ces deux villes en particulier. Le dernier projet, qui est probablement notre plus gros projet et plus complexe projet, je vous dirais, pour les prochains 18 mois, c'est la réflexion de la gare Lucien-Lallier. Je pense que les photos parlent d'elles-mêmes, là, si vous regardez du côté gauche. Donc, c'est l'état de la gare avant qu'on entame les travaux. Nous avons débuté les travaux depuis le début du mois d'avril, tel que l'échéancier l'avait prévu. Donc, je vous rappelle, les dernières rénovations de cette gare-là remontent à près de 50 ans. Donc, si on remonte il y a 50 ans, on était autour des Jeux olympiques de 1976. Donc, ça vous donne une idée là, de l'ampleur de l'âge, en fait, que la gare pouvait avoir. Donc, l'état de dégradation de la gare représentait, en fait, une entrave majeure à la qualité du service et nécessitait des interventions d'urgence continuellement pour être capable de maintenir la gare en bon état. Donc, c'est dans ce contexte-là qu'on a décidé d'investir de façon massive
pour procéder à la réfection de la gare. Et là, je vous rappelle les travaux qui vont être faits dans le cadre de ce projet majeur-là. L'idée, c'est vraiment de reconstruire tous les quais, en fait, les 4 quais de la gare qui étaient en fin de vie utile. Également de remettre tous les systèmes d'infrastructure aux normes et à jour. Ajouter une marquise, donc on le voit un peu aussi sur la photo en bas à droite. Donc, ça vous donne ça rend justice, je pense quand même, à ce que ça va avoir l'air. Donc, d'ajouter une marquise pour protéger les clients des intempéries. D'ajouter 2 sorties de secours via les rues Argile et de la Montagne pour améliorer la sécurité des lieux. Mettre à jour la signalétique et l'affichage à l'intérieur et sur les quais. Et finalement, installer des tuiles podactyles pour rendre les quais encore plus sécuritaires et accessibles. Les travaux comprennent aussi le prolongement de la voie 6. C'est une voie qui va nous servir pour améliorer la fluidité et la flexibilité du site. Donc, ce qui est important pour nous, c'est que ça va nous permettre d'assurer la pérennité et la fluidité et la qualité du service offert à travers cette gare-là. C'est vraiment notre gare phare pour nous chez EXO, qui est située en plein centre-ville de Montréal. Et pour terminer, nos voitures à 2 niveaux, qu'on parle déjà depuis un bon moment. On est très, très fébrile à l'idée de pouvoir lancer et mettre en service ces voitures-là très prochainement. Donc, en fait, on a eu quelques difficultés, je vous dirais, là, au niveau des tests de communication, les systèmes de communication avec lesquels on a eu des problèmes. Ces problèmes-là sont maintenant réglés. C'était les derniers problèmes à régler. Puis on comprendra que c'était des problèmes intermittents, donc un peu plus difficile à pouvoir régler de façon définitive. Donc, au cours des derniers mois, les équipes d'exploitation ont vraiment travaillé très fort pour être capables de finaliser la série de la batterie de tests qu'on devait faire sur ces voitures-là. On appelle ça des tests statiques, donc on a vraiment fait circuler les voitures sur l'ensemble du réseau. Donc, on va circuler notamment sur les voies du CP. Alors, on a dû faire rouler les voitures sur tous nos lignes du CP. Donc, on est très, très satisfait des tests jusqu'à maintenant. Alors, c'est plus un secret, je pense que tout le monde le sait. Les voitures vont être déployées principalement sur la ligne, en fait, essentiellement sur la ligne Saint-Jérôme. Ça va nous permettre, en fait, de retirer les dernières voitures 700 qui restent sur la ligne Candiac, puisque les voitures à 2 niveaux de la ligne Saint-Jérôme vont être transférées sur la ligne de Candiac. Ces nouvelles voitures-là à 2 niveaux vont nous permettre d'accueillir jusqu'à 147 passagers assis en tout confort. Le fait d'avoir des voitures à 2 niveaux va nous permettre donc d'augmenter la capacité de chaque train sur la ligne Saint-Jérôme. C'est en fait la ligne qui a le plus d'achalandage au moment où on se parle. Enfin, ces voitures-là sont aussi accessibles. Il va y avoir 18 voitures qui vont être accessibles aux personnes à mobilité réduite. Bref, tout a été mis en œuvre pour que les voitures soient adaptées aux besoins de notre clientèle. Alors voilà, Sylvain, c'était un peu, je pense, le topo là, de nos principaux projets chez EXO. Super intéressant. Donc, comme vous pouvez voir, on continue à innover chez EXO. On est bien fiers de pouvoir mettre en service de nouvelles infrastructures, du nouveau matériel roulant et également un peu d'innovation sur notre réseau autobus avec des arrêts un peu intelligents et également le produit ou l'application d'Abilène qui permet aux non-voyants de pouvoir circuler sur notre réseau régulier. Merci. Donc, nous allons prendre une pause de quelques minutes, question de se réorganiser sur la scène, et nous allons vous revenir pour répondre aux questions qui nous ont été posées. Merci. Nous allons maintenant débuter la période de questions. Avant de nous lancer, je tiens à vous rappeler quelques éléments. D'entrée de jeu, nous conclurons la période de questions à 21 heures. Si votre question n'est pas posée lors de la séance, soyez assurés que toutes les questions posées dans le fil de discussion seront répondues par écrit après la séance par nos intervenants qui suivent présentement le fil de discussion. Je rappelle également que la période de questions est réservée aux citoyens et aux usagers. Si des journalistes sont à l'écoute ou présents dans la salle, mon collègue Éric Edstrom est disponible pour vous. Veuillez prendre note qu'en vertu des dispositions de la Charte de la langue française, la présente période de questions se déroulera en français. Toutefois, si vous êtes une personne visée par l'une des exceptions de la Charte qui désirez soumettre votre question en anglais, nous vous invitons à le faire. EXO répondra à votre question en français et en anglais. Les personnes visées par les exceptions de la Charte sont
les personnes autochtones, les personnes admissibles à l'enseignement en anglais, les personnes immigrantes dans les 6 premiers mois de leur arrivée au Québec. Nous tiendrons pour acquis, si vous nous adressez votre question en anglais, que vous confirmez être visé par l'une de ces exceptions. Je vais tout de suite commencer avec la première question qui nous a été adressée via notre site Web par Mme Louise Girard. Sa question est la suivante. Je voudrais savoir pourquoi Exo ne fait pas des horaires papier. C'est beaucoup plus facile et rapide à consulter en même temps. C'est de la publicité pour Exo. Des personnes peuvent apprendre ainsi l'existence du service d'autobus. Marie-Hélène? Bonsoir, Mme Girard. Merci pour votre question. Alors, plutôt, aujourd'hui, on a parlé de notre plan de développement durable, notre politique de développement durable. Donc, notre décision de ne plus produire d'horaires papier tient compte particulièrement de ce facteur-là, mais également d'une certaine tendance qui est observée dans notre industrie, chez plusieurs de nos partenaires et autres sociétés de transport. Donc, d'un point de vue de l'expérience client, également, l'information en temps réel à travers nos différentes plateformes technologiques sont vraiment un atout pour s'assurer vraiment de faciliter les déplacements. Ça permet d'avoir une information également qui est plus à jour au détriment d'un document horaire qui serait imprimé. Je peux comprendre, évidemment, que la technologie n'est pas toujours facile à utiliser pour tous. Donc, je tiens à vous rassurer, si vous souhaitez avoir un horaire imprimé, c'est possible de vous déplacer dans une de nos billetteries. Ça nous fera plaisir d'en imprimer pour vous. Et je tiens à vous rappeler également que vous pouvez les imprimer à la maison si vous le souhaitez. Tous les formats d'horaire sur notre site Web sont imprimables. Merci. La prochaine question est posée par Alexandre Trudel. Sa question est la suivante. J'utilise la ligne Saint-Hilaire depuis 10 ans. Jamais je n'ai vu autant de retards, perturbations de service qu'en 2024. Plusieurs trajets sont retardés de 20 à 40 minutes. C'est tellement peu fiable que je songe à prendre la voiture. Est-ce que le comité exécutif d'Exo a les compétences pour gérer la situation? Si oui, quel est le plan? Marc? Alors, M. Trudel, vous avez raison. La ponctualité sur la ligne Saint-Hilaire a chuté. Donc, si on monte un petit peu en arrière, là, moi aussi, je regarde les tableaux de bord tous les jours. Je suis ça avec attention. On fait un débriefing avec l'équipe à toutes les semaines. Donc, lors du premier trimestre, on avait réussi à maintenir un taux de ponctualité de 95,9 % sur la ligne Saint-Hilaire. Alors qu'au deuxième trimestre, c'est-à-dire à partir du mois d'avril, on a vraiment commencé à avoir beaucoup de difficultés sur cette ligne-là. Le taux de ponctualité a chuté à 88 %. Vous parlez du nombre de minutes de retard, là, puis on calcule même la moyenne. Donc, je pense que la moyenne des retards tourne autour de 16 à 17 minutes. Donc, ça vous donne une idée. C'est 83 retards, sur les 700 départs depuis le mois d'avril qui ont eu en fait, 83 départs sur les 700 départs depuis le mois d'avril qui ont eu un retard quand même assez important. La majorité de ces retards du deuxième trimestre est causée en grande partie, là, puis je regarde moi les pourcentages, donc presque 60 % sont causés soit par un train de marchandises qui est en avant de nous, soit par un train de passagers, et également, quand ça arrive, c'est souvent parce qu'il y a eu une mauvaise décision qui a été prise par ce qu'on appelle le centre de contrôle ferroviaire du CN, qui est basé dans l'Ouest canadien. Et là, l'autre partie, là, en fait, il y a 36 % des retards qui sont causés soit par des travaux qui n'étaient pas planifiés par le CN, soit des systèmes de signalisation qui sont défectueux et autres équipements ferroviaires. Donc, ça démontre une chose, c'est que les équipements ferroviaires, c'est hyper important de les maintenir. Nous, chez Exo, on fait beaucoup de maintien et on remplace les équipements avant qu'ils fassent défaut. Je les ai vus, ça arrive. Le CN fait ce qu'il peut là, pour l'instant. Il faut savoir que c'est le CN là, qui est responsable de la gestion du trafic ferroviaire sur cette ligne-là. Notre centre de contrôle train, nous on appelle notre CCT, là. Donc notre centre de contrôle train est constamment en communication avec le centre de contrôle ferroviaire du CN. Il travaille à mettre en place des plans d'action pour améliorer la situation. Donc honnêtement, on est vraiment désolé de ce qui se passe, mais c'est vraiment hors de notre contrôle. Mais je peux vous assurer qu'on travaille en collaboration avec le CN. On met beaucoup de pression pour que ces problèmes-là se règlent. Il y a des trucs qui auraient pu être évités, mais il y a des trucs qui
qui ne pouvait pas être évité. Là. Donc, quand il y a des bris, il faut qu'il réagisse quand même assez rapidement. Et ça, c'est nous qui en subissons les conséquences. Les trains de marchandises également du CN, mais nous, on en subit les conséquences. Voilà. Merci, Marc. La prochaine question est posée par Jean-Pierre Lamotte. La question est la suivante. Est-ce que ce serait possible d'avoir un arrêt d'autobus en face de la résidence du Jardin des Sources à Sainte-Thérèse, sur la rue Côte-Saint-Louis, ce qui donnerait la chance aux aînés de pouvoir se rendre à la gare Sainte-Thérèse et pouvoir se diriger par la suite à l'hôpital de Saint-Jérôme ou de Saint-Eustache? Merci beaucoup de votre réponse. Je pense que Catherine, tu voulais répondre à la question. Oui, merci beaucoup pour votre question. En fait, vous avez raison, là, sur le tronçon de rue en face de la résidence Jardin des Sources, il n'y a pas d'arrêt d'autobus. L'arrêt le plus proche est sur la ligne 60, est à environ 300 mètres de la résidence pour aînés. C'est ce qui est dans nos normes là, de marche là, qui est acceptable, mais on comprend que c'est une clientèle aînée avec des besoins particuliers, que c'est peut-être un petit peu plus difficile là, de parcourir cette distance-là. Donc, j'ai demandé à l'équipe de regarder la possibilité d'ajouter un arrêt plus près de la résidence. Bien sûr, on va s'assurer aussi là, que les traverses sont sécuritaires, puis on pourra vous revenir dans les meilleurs délais là, par rapport à ça. Merci. La prochaine question, les deux prochaines questions, Mme Nicole Corrado pose deux questions en anglais. Donc, sa première question, I noticed there are stairs but no ramps at all the stations, including Gare Beaurepaire. Also, Gare Pointe-Claire has a ramp going in one direction, but no ramp in the other direction. That is an accessibility barrier. Please add ramps at all stations and tunnels, and add a raised platform ramp at the station so everyone can get on the train. La deuxième question est la suivante. I was very disturbed to find a dead bird in Gare d'Orval tunnel near rodenticide bait boxes. They were also leaking rodenticide packets in the soil of the greenhouse garden and rodenticide strewn throughout the soil. Please only allow cruelty-free ways to manage wildlife. Je pense, Sylvain, tu voulais répondre à la question, aux questions. Oui, certainement. Bien, en fait, rendre les services de train accessibles, ça implique des défis techniques de taille, là, notamment à raison de la propriété des emprises puis des infrastructures qui sont vieillissantes. Ça demande aussi des investissements très significatifs. Nous avons déposé un important plan d'accessibilité pour le réseau de trains de banlieue qui se développera là, dans les prochaines années en fonction des sommes là, qui sont octroyées au niveau des subventions. Le plan vise non seulement l'accès aux quais, mais également les liens quais et les trains eux-mêmes, et afin de progressivement rendre accessible là, tout le parcours client pour accéder à notre réseau de trains de banlieue. Nous vous invitons à consulter le plan d'accessibilité 2024-2027 sur notre site Web pour en savoir davantage. Concernant votre deuxième question, nous n'avons pas reçu de signalement quant à la présence d'animaux dans le tunnel de la gare d'Orval et nous n'utilisons pas de rodenticides. Making train services accessible involve major technical challenges because of the right-of-way ownership and aging infrastructure. It also requires significant investment. We have submit a major accessibility plan for the commuter train network, which will be developed over the next few years in line with the funding we receive. The plan covers not only platform access, but also the platform's train link and the train themselves, with the aim of gradually providing accessibility throughout the entire customer journey. We invite you to consult the 2024-2027 accessibility plan on our website. Regarding your second question, we have not received any report of animals in Dorval Station tunnels, while we do not use rodenticides. Thank you. Merci Sylvain. La prochaine question est de Ariane Jonassen. Elle aussi pose deux questions. Donc, sa première question est la suivante. Est-ce possible de rajouter des trains de fin de semaine à partir de la ville de Hudson, départ 10-11 heures, retour 18-19 heures, s'il vous plaît, pour nos ados? Et sa deuxième question, est-ce possible d'ajouter des autobus numéro 21 vers Vaudreuil pour nos ados, s'il vous plaît? Je pense que Catherine, tu voulais répondre à la question. Parfait, merci. Mais d'abord, concernant l'ajout de services de train, vous devez comprendre qu'il y a quand même plusieurs contraintes. On l'explique là,
pour d'autres lignes, mais c'est le cas aussi de la ligne Vaudreuil-Hudson. C'est sur une emprise qui ne nous appartient pas, donc on doit négocier des droits de passage et aussi c'est quand même souvent des nouvelles infrastructures, nouveaux matériels roulants et dans notre contexte de manque de financement, mais c'est d'autant plus difficile. Par contre, je vous rappelle, c'est pas la fin de semaine, mais en semaine, on a pu ajouter 2 départs le matin, 2 départs le soir entre Vaudreuil et Hudson. Ceci a été financé dans le cadre des mesures d'atténuation du pont de l'île aux Tours, donc par le ministère. Ces départs-là, comme je le disais, sont le matin en pointe et le soir, c'est vers 18h43 et 19h26. Par rapport à votre demande d'ajout de services autobus entre Hudson et Vaudreuil, ce sont des demandes qu'on a aussi entendues dans le cadre de nos consultations publiques là, pour la refonte du secteur de la presqu'île, donc la MRC de Vaudreuil-Soulanges. On comprend et on le note, là, ce besoin-là d'avoir une meilleure desserte entre les 2 villes. Donc, c'est une proposition d'amélioration de la desserte qu'on propose, mais bien sûr, le tout va dépendre du financement qui sera disponible. Merci. La prochaine question est posée par Antoine Morneau-Sénéchal. Dans un article de la presse publié le 24 mai 2024, il est mentionné qu'un rapport d'une firme comptable indique que l'avenir de la ligne Candiac doit faire l'objet d'une réflexion particulière. Où en est la réflexion d'Exo quant à l'avenir de la ligne Candiac? Doit-on craindre pour l'avenir de cette ligne? Sylvain, je pense que vous voulez lui répondre. Oui, bien, sans commenter l'article en question de la presse, là, on est au courant que la RTM analyse actuellement la performance d'ensemble des services dans un contexte de manque de financement. Ça inclut les lignes de train de banlieue. On n'a pas été informé des intentions par rapport à la ligne Candiac. Nous pouvons cependant confirmer que cette ligne a repris de l'achalandage, comme on l'a vu un peu plus tôt aujourd'hui. Entre 2022 et 2023, l'achalandage a cru de 26 % pour cette ligne. Que si on compare les 5 premiers mois de 2024 à la même période de 2023, on a un autre 10 % de croissance là, sur la ligne Candiac. Fait que chez Exo, évidemment, on est convaincu que le train occupe une place de choix dans l'offre de services de transport collectif. Puis nous profitons d'ailleurs chacune des tribunes pour rappeler l'efficacité et le confort du mode train de banlieue. Merci. La prochaine question est posée par Philippe Paré. Pourrions-nous savoir pourquoi aucune station de train n'a été planifiée aux intersections de l'avenue Wilderton et de la rue Jean-Talon-Ouest sur les rails de train du CPKC utilisés par la ligne de train 12? Cette intersection est juste à côté de la station du REM Canora ou de l'ancienne gare de train de la ligne 15 et 16 du RTM du même nom. Catherine? Oui, donc, merci pour votre question, M. Paré. Donc, on a déjà analysé l'opportunité d'ajouter une gare à cet endroit-là pour ajouter de la redondance au réseau avec une correspondance avec la future station du REM. Par contre, nos résultats montraient qu'il n'y avait peut-être pas tant de gains pour les usagers comparativement aux inconvénients et aux coûts de faire un tel ajout. Donc, on n'a pas procédé le plus loin dans cette étude-là, mais il n'est pas exclu qu'on reconsidère ceci, là, notamment avec de plus récentes données. Merci. Merci. Donc, la prochaine question est posée par Ornella Carolina del Carmen Ollanader Silva. Et je pense que M. Sylvain Michaud, du fil de discussion en direct, a également une question sur le même sujet. Sa question est la suivante. Bonjour. À la dernière séance d'information publique du Conseil d'administration d'Exo, vous aviez annoncé que les trains du CRRC seraient mis en service dans les prochaines semaines. Avez-vous une mise à jour en relation avec cette situation? Et M. Michaud demandait également quand comptions-nous déployer les nouvelles voitures sur la ligne Saint-Jérôme. Sylvain? Oui, bien, un peu comme Marc Rousseau l'a mentionné un peu plus tôt, là, lors des tests dynamiques, on a rencontré des enjeux techniques là, au niveau des systèmes de communication qui ont été réglés depuis. Fait que nos équipes ont pris le temps d'analyser chacun de ces problématiques-là, puis les enjeux sont maintenant derrière nous. Je ne peux pas dévoiler de date officielle ce soir parce qu'il y aura un dévoilement officiel sous peu, mais comme on l'a mentionné, les trains vont être mis en service avant l'été. Donc, une date officielle de l'été, ça va être avant cette date officielle-là. Merci, Sylvain. Donc, la prochaine question est posée par Dany Maton. Je suis préoccupée par l'excès de vitesse de vos conducteurs qui ne respectent pas les limites de 30 km/h en zone scolaire et parc. Malgré plusieurs escalades à votre CAC,
SAC, votre superviseur, M. Moni, malgré que les GPS à bord des véhicules vous permettent d'avoir des rapports de déviation à votre code de conduite EXO, il y a apparence d'aucune proactivité de la part des gestionnaires de première ligne. En conclusion, quelle serait votre action pour vous assurer de la sécurité du public et plus particulièrement les enfants en zone scolaire et parcs, dont la ligne 8 à Terrebonne? Merci de votre compréhension des enjeux et appui pour la protection de votre notoriété. Donc, je pense que, Marc, tu voulais répondre à la question? Oui, en fait, M. Maton, moi, quand j'ai pris connaissance de votre question, j'étais très préoccupé, moi également. Donc, j'ai demandé à faire une petite enquête interne là, pour comprendre un petit peu qu'est-ce qui peut se passer sur la ligne 8, notamment du côté de Terrebonne. Ce que je comprends, c'est que la Ville aurait changé la limite de vitesse à 30 km/h le 10 mai. On a envoyé une note de service, nous, dès le lendemain, aux transporteurs qui desservent ce secteur-là. Et on aurait reçu une plainte le 8, en fait, pour la 8, là, le 4 juin. Et lorsqu'on a pris connaissance de la plainte, on l'a immédiatement envoyé à notre transporteur. On a fait un rappel au transporteur. Donc, ce qui est clair, là, quand je lis votre question, on va clairement renforcer la présence terrain durant les prochaines semaines avec notre personnel et le personnel du transporteur. Et également, la planification va étudier l'impact, donc ma collègue Catherine va étudier l'impact de la réduction de la vitesse sur les temps de parcours pour voir comment tout ça va affecter, là, dans le fond, la ponctualité de nos bus. Mais soyez assurés qu'on va prendre action là, très rapidement. On va retourner des notes de service aux transporteurs, mais on va également aller sur le terrain pour aller constater de visu qu'est-ce qui se passe, puis s'assurer qu'on reprenne la main sur cet élément-là. Merci, Marc. La prochaine question est de Axel Fournier. Il pose la question suivante. Avec le projet de loi 61 qui permettra à EXO des activités commerciales connexes à son entreprise de transport collectif, est-ce qu'EXO envisage d'effectuer des développements immobiliers autour de ces stations ou dans des stationnements incitatifs sous-utilisés? Sylvain? Oui, en effet, on a remarqué là, dans le dépôt du projet de loi qu'il y avait des nouvelles possibilités pour EXO. On l'accueille favorablement, disons, ces ouvertures-là. Évidemment, il va y avoir une étude du projet de loi dans les prochaines semaines où on va pouvoir apporter nos commentaires. Le projet de loi est intéressant au niveau où il nous offre, là, évidemment, des ouvertures au niveau du développement immobilier. C'est un pas dans la bonne direction pour nous pour effectivement développer, mettre en valeur nos actifs. Sous réserve des précisions là, qui nous arriveront dans le futur, notre interprétation est que cette disposition nous permettrait de procéder à des développements et des projets de gestion immobilière mineurs limités au sein de nos infrastructures de transport collectif. Le projet de loi, s'il est adopté, va donc nous donner un peu plus de marge de manœuvre pour diversifier nos sources de revenus, tout en nous permettant de développer, en collaboration avec nos partenaires dans les couronnes nord et sud, de véritables pôles de mobilité qui nous apparaît être une très bonne nouvelle. Merci, Sylvain. Donc, la prochaine question est de Joanne Baudet. C'est une question liée au transport adapté. Donc, sa question est la suivante. Pourquoi le transport est à l'heure pour le départ, mais pour le retour, quand tu es au centre d'achat ou à l'hôpital, c'est toujours avec 1 heure de retard minimum? C'est franchement abusé de notre patience. Donc, je pense que Jim, tu voulais répondre à la question. Oui, merci. Alors, bonjour Mme Baudet, merci de votre question. Alors, pour commencer, Marc en a parlé, on a eu effectivement des enjeux de livraison au niveau de l'année 2023 avec un manque de chauffeurs de minibus, manque de chauffeurs de taxi. Cette situation s'est franchement résorbée dans la deuxième moitié de l'année 2023 et on note actuellement dans le secteur des Laurentides un taux de ponctualité de 81%. Donc, je rappelle, à l'intérieur de la plage horaire de 30 minutes d'embarquement qui vous est assigné lors de votre réservation. Ce qui se produit, effectivement, le chemin du retour est tout le temps un petit peu plus difficile. L'après-midi, la congestion est vraiment très, très forte. On ajuste très régulièrement nos temps de parcours, nos temps de déplacement au niveau de nos systèmes qui nous permettent d'optimiser nos routes.
mais on constate qu'en après-midi, la congestion est beaucoup plus forte. Et puis, ben, le matin, les chauffeurs sont proches de vous, parce que les chauffeurs sont évidemment issus de Saint-Jérôme. Donc, quand ils vont vous chercher le matin, ils sont très souvent à l'heure parce que ben, ils sont très proches de chez vous. Et quand ils vont vous chercher l'après-midi, quand vous êtes éloigné, si vous êtes à Montréal ou à Laval, évidemment, c'est plus compliqué de se rendre et les chances de subir des perturbations de l'ordre de la congestion routière sont beaucoup plus grandes en après-midi. Donc, voilà ce qui explique un petit peu. Et puis, ben, donc, on vous rappelle qu'effectivement, la plage horaire là, est bel et bien de 0 à 30 minutes pour votre embarquement. Merci, Jim. Donc, la prochaine question est de Doris Ryan. Pourquoi, avec une carte opus ABC et que j'accède directement au métro AB, dois-je payer le tarif ABC? C'est ce qu'on m'a chargé par le préposé du métro Longueuil. Marie-Hélène, je pense que vous voulez répondre à la question. Avec plaisir. En fait, votre question est bonne et vous avez raison. Si vous ne vous déplacez pas jusqu'à la zone C, vous n'avez pas à acheter un titre qui la dessert. Donc, je vous suggère d'appeler le service à la clientèle qui vont être en mesure de vous accompagner dans le choix de votre titre. Ou, technologiquement, vous pouvez également vous rendre sur le site Web où il y a un sélecteur de titres. Vous pouvez planifier votre déplacement et on vous suggérera le bon titre pour le faire. Merci. Merci. La prochaine question est de J. Jacquard. Le chauffeur de mon circuit d'autobus en soirée à la Prairie arrive toujours en retard tous les jours depuis des mois. Malgré des plaintes à Exo, il n'y a eu aucun changement et surtout, il semble y avoir aucun suivi. Plusieurs passagers ont tout simplement décidé de prendre la voiture pour se rendre à la station du REM Brossard. Que faites-vous pour démontrer aux usagers que vous agissez dans leur intérêt et surtout, qu'allez-vous faire pour bâtir la confiance du public envers Exo? Je pense, Marie-Hélène. Bien, avec plaisir. En fait, je comprends que vous faites référence à la ligne 452 dans le secteur Le Richelin-Roussillon. Je vous confirme, on a reçu vos plaintes, ce qui me permet aujourd'hui de vous donner une réponse très précise et surtout de vous confirmer qu'on a analysé cette situation-là qui cause des retards sur le réseau. Donc, on a effectivement identifié un problème au niveau d'un temps trop court accordé à ce qu'on appelle le haut-le-pied, c'est-à-dire le déplacement de l'autobus lorsqu'il n'y a aucun passager à bord entre deux voyages. Donc, merci d'avoir porté cette situation-là à notre attention. On va corriger le tout. Malheureusement, à cause du processus de changement de nos horaires, on ne peut pas mettre le correctif en action à l'instant. Par contre, c'est planifié à compter du 19 août. Donc, pour la rentrée, ça sera chose corrigée. Alors, en espérant que ça l'atténuera la situation et que vous en serez satisfait. Merci. Merci, Marie-Hélène. La prochaine question est de Marie-Anna Lisa Nicolas. Nous savons que la pandémie a ralenti le service dans la plupart des transports en commun. Puisque la population a repris le rythme normal avec le train, est-ce qu'Exo envisage de remettre plus de trains pendant l'heure de pointe du matin et du soir? Je n'ai pas d'indication qui prenait la question, Catherine. Marc? Marc. En fait, Catherine en a parlé un peu plus tôt. Donc, ce qu'on a mentionné un peu plus tôt également dans l'achalandage train, c'est que l'achalandage train continue d'augmenter, mais on n'est quand même pas revenu à le niveau de 2019. Donc, aujourd'hui, on se situe entre 50 et 75 %, dépendamment des lignes, pour les journées les plus achalandées, soit les mardis et mercredis. Donc, également, le nombre de voitures qu'on planifie pour chaque départ est ajusté en fonction de nos comptages et de manière à assurer le confort de notre clientèle. Donc, dépendamment de l'heure, de la ligne, on ajuste le nombre de voitures sur chacune de nos rames. En ce qui concerne le nombre de départs, seulement 2 en pointe n'ont pas été remis en place depuis qu'on a réduit le service là, en 2020, notamment sur les lignes Vaudreuil-Hudson et Saint-Jérôme. Sur la ligne Vaudreuil-Hudson, ma collègue Catherine en a parlé un peu plus tôt, là, ces trains ont été temporairement ramenés comme mesure d'atténuation à cause des travaux sur le pont de l'île aux Tourtes et ils sont subventionnés par le ministère des Transports et de la Mobilité durable, puisque de notre côté, on a encore des enjeux de financement qui ne nous permettent pas, à l'heure actuelle, de considérer l'ajout de fréquence de nos lignes de train. Rappelons que dans le contexte, on nous demande de se limiter toujours à 95 % de notre offre de service avant la pandémie pour le volet, le mode train et autobus.
Merci, Marc. Donc, nous avons terminé de répondre aux questions qui nous avaient été posées à l'avance via notre site Web. Nous avons quelques questions provenant de notre fil de discussion en direct. Donc, M. Michaud posait également une deuxième question que je pose. Le MTQ ajoute présentement une voie réservée dans les deux directions sur l'autoroute 15 au nord de l'autoroute 640. Savez-vous quels sont les autobus qui comptent l'utiliser? Je pense que Catherine, tu voulais répondre à la question. Oui, merci pour votre question. En fait, actuellement, on a très peu de services qui circulent sur l'autoroute 15, là, seulement quelques départs, soit dans le sens inverse de la pointe. Comme vous comprendrez, c'est en raison de la congestion, là, ça ne donnerait pas des temps de parcours intéressants pour la clientèle. C'est clair qu'on envisage, là, avec la création de voies réservées, la création de lignes plus express pour faire le lien, par exemple, entre Laval et certaines villes de la Couronne-Nord dans l'axe comme Mirabel ou Saint-Jérôme. Toutefois, présentement, il y a certains enjeux techniques avec les plans qui nous ont été acheminés. Donc, on est toujours en discussion avec le ministère à cet égard-là pour être certain que ce qui va être en place là, puisse vraiment servir l'autobus et que les temps soient effectivement intéressants pour mettre une nouvelle desserte. Voilà. Merci. Donc, une autre question provenant de notre fil de discussion posée par Mohican Elisapi. Pouvez-vous nous dire pourquoi vos autobus n'attendent pas les clients lorsqu'il y a des trains en retard et pourquoi vos autobus préfèrent quitter vides sans clients? Il est où votre engagement envers vos clients? Elle est où votre efficacité lorsque les autobus quittent vides sans clients? Merci de nous répondre. Je pense que Jim, tu voulais adresser la question. Oui, merci. Alors, merci pour votre question. Ça va nous permettre un petit peu d'expliquer la façon dont on opère et dont on coordonne nos trains et nos autobus. Alors, je vous rassure, nos deux centres de contrôle, autobus et trains, sont vraiment alignés et dès qu'un train a du retard, notre centre de contrôle autobus est avisé et prend action tout de suite sur la situation. On planifie également, dans la planification des horaires d'autobus, un certain temps de battement entre l'arrivée du train et le départ de l'autobus. Par contre, l'autobus ne peut pas attendre si le train se met extrêmement en retard. On parle de retard de plus de 10 ou 15 minutes. Parce que l'autobus doit faire d'autres voyages ensuite. Il ne fait pas juste ce voyage-là, il a 5, 6, 7 voyages à enchaîner après. Donc, s'il était obligé d'attendre le 20 minutes de retard du train, par exemple, puis là, j'ose imaginer que vous parlez de la ligne de Saint-Hilaire, parce que en ce moment, je pense que c'est celle qui a le plus de problèmes de ponctualité. Les autobus sont amenés, une fois qu'ils ont fait le voyage de rebattement train, à faire d'autres voyages par la suite. Donc, on mettrait toute l'heure de pointe de cet autobus-là en retard si on attendait. Donc, par respect de la ponctualité pour les autres voyages qui suivent, on est obligé de faire partir l'autobus après un certain nombre de temps. Mais je vous rassure, on planifie déjà un certain temps de battement, mais si le train est extrêmement en retard, malheureusement, on ne peut pas attendre. Merci, Jim. Donc, si d'autres questions sont posées via le fil de discussion, là, mes collègues qui suivent le fil m'en aviseront. Nous avons une question de la salle, une question posée par Mme Mélissa Giroux. Je pense, est-ce que vous voulez que je la pose pour vous? Vous voulez venir la poser? Parfait. Faut que j'aille au micro, ouais? Oui, bien sûr, bien sûr. OK. Moi, dans le fond, en gros, je me suis fait accuser le 8 avril à 5h06, là, moi qui prends tout le temps les transports en commun ici au terminus à Saint-Eustache. Par un chauffeur, j'ai un doute parce que j'ai pas eu la suite des événements, mais pendant 2 mois, on m'a accusé d'agression armée. C'est des policiers qui m'ont accusé de ça, donc j'ai quand même pas eu réponse à mes questions qui étaient, si je t'accusais de ça, les caméras. Moi, je sais bien là, que j'ai pas agressé personne, là, dans le fond, là, mais c'est sûr et certain. Je me suis même pas astinée parce que vous avez un certain monsieur qui travaille pour Exo, qui fait la sécurité, là, qui nous empêche de traverser où ce que, mettons, le Kentucky est, là, juste à la sortie, donc qui nous joue un peu la police, mais qui est très arrogant. Et puis, c'était arrivé une fois par avant que j'avais traversé, puis bon, j'ai continué, je ne l'ai pas écouté. Fait que cette journée-là, ça s'est comme tout monté contre moi. J'ai quitté, puis 2 jours après, c'est les policiers qui m'ont accusé de ça. Moi, j'ai essayé par Exo, j'ai essayé même avec le procureur, le lieutenant de la police. Et là, je sais que j'ai 2 policiers qui sont sur mon cas, qui m'appellent par mon prénom, puis qui m'écœurent sans arrêt. J'ai 7 tickets là, dans le dernier mois et demi, là, d'eux autres. Puis pourquoi qu'il n'y avait pas les caméras qui marchaient? Parce qu'à chaque fois que j'ai appelé Exo,
J'ai eu une dame qui, elle, a été très gentille, qui a ouvert un dossier. J'ai laissé le numéro de dossier là, à l'entrée. Puis, personne ne voulait me donner... Je voulais juste savoir si les caméras, premièrement, fonctionnaient. Parce que moi, s'ils fonctionnaient, je savais que c'était la preuve. Mais le pire, c'est que l'affaire, c'est que c'était les policiers qui devaient faire la demande. Pensez-vous vraiment que si les policiers m'ont accusé d'un geste aussi grave, allaient demander les caméras? Ben non. Fait que là, OK, là, ça fait une semaine et demie que je sais que c'est fini, là, cette histoire-là, parce que bon, ça a l'air que j'ai pu comprendre comme quoi que ça aurait été juste des photos, que c'était flou, mais ça aurait l'air que c'est vous autres qui avez dit que les caméras marchaient pas. J'ai comme un doute, là, je ne sais pas. Franchement, est-ce que vos caméras marchent? C'est ça ma question. Parce que moi, je suis quand même au terminus. Je sais, j'étais allée voir après parce qu'on m'a interdit quand même pendant 2 mois d'aller au terminus. Et ça a fait un chiard le plus possible. Là. Je m'excuse des mots, là. Mais là, c'était rendu que... Parce que quand je prends l'autobus, souvent, moi, je paye en argent. Et souvent, les terminales ne marchent pas. Beaucoup, je te dirais, 1 fois sur 2. Il y en a un qui marche jamais. Je sais lequel. Je trouve ça plate de le dire, là. Et puis, sinon, la plupart, des fois marche, des fois marche pas. L'argent tombe dans le trou. Ce qui est arrivé avec le monsieur là, que supposément j'aurais agressé, là, qui passe tout le temps son temps à me dire qu'il me manque de l'argent. Et là, je reprends l'argent, je le remets dedans. Des fois, il passe pas, l'argent. Et là, je me suis même fait dire comme quoi que je prenais l'argent des autres. Puis ça a fait une affaire, là, pas possible. Donc, est-ce que les caméras, ils marchent, en gros? Marc? C'est important parce que là, c'est, tu sais, puis pourquoi moi, je pouvais pas avoir... C'est moi qu'on a accusé, là. Tu sais, moi, là, ça m'a causé beaucoup de soucis, cette histoire-là. Au point de me casser les dents, là, en bas, là. Tellement que j'ai été stressée, là. C'est grave, armé, là, d'un parapluie. Je veux dire, on me verrait. Je le traverse, le terminus. Moi, c'était le dernier autobus au bout. Je veux dire, je passe devant une couple de caméras, là. Puis même les caméras d'autobus, moi, on m'a dit qu'ils ne marchaient même pas non plus. Pourquoi mettre des caméras? Bien, généralement, là, le système de caméra fonctionne très bien. Ça se peut qu'il y en a qui ne fonctionnent pas à l'occasion. Dans le cas de demander des images là, pour des images qui ne servent pas à ça, on est assujetti à une procédure qu'on doit suivre. Là. Fait que je ne sais pas, dans votre cas, si on a le droit de donner les images, comment il faut procéder pour les avoir. C'est obligé d'être la police qui les demande. Sachez bien que ce pas tous les policiers qui sont corrects, là, je vous jure. Non, je comprends, mais nous, dans le fond, on est assujettis à une règle. Ce n'est pas nous qui décidons la règle. Mais ce que je peux vous dire, parce que vous avez une histoire très particulière... Ah oui, puis quelque chose. On va demander à notre directeur là, de l'exploitation de s'assurer qu'on a tout fait dans l'ordre puis qu'on est capable de vous répondre spécifiquement à vos questions. Là. Qu'on me revienne là-dessus, puis qu'on me dise si c'est 8 avril à 5h10, ben 15 à 17h10, là, avez-vous les images? Parce que moi, là, ça, là, c'est précieux pour moi. Je suis plus que certaine d'avoir attaqué personne. Je n'avais même pas de parapluie. Là, je suis venue avec un parapluie, là. Voilà, je sais pas. On va s'assurer qu'on est capable. Vous allez me revenir là-dessus? J'ai laissé mon email. C'est sûr et certain, premier? Sûr et certain. On le dit devant tout le monde ici, là. OK. Puis pourquoi il n'y a plus personne qui paye en argent? Ça n'existe plus de l'argent de moins en moins, effectivement, mais nos systèmes sont en évolution. Là. Vous allez voir là, dans les prochaines années, vous allez pouvoir payer en argent, mais aussi avec une carte de crédit, si vous voulez, une carte de débit. Non, mais en argent, tu sais, moi, j'aime ça. Ben, je prépare toujours l'argent dans ma poche, puis ça devient fatigant là, quand tu es en train de te faire dire que là, tu prends l'argent des autres parce que tout l'argent tombe dans un trou. Puis si ça ne marche pas, qui prend l'argent au bout de la ligne? Pensez-y, là, ça doit être la personne qui est au... En tout cas, c'est ma discussion. D'accord, merci. Madame Giroux, entre-temps, là, faites-moi plaisir, traverser au bon endroit. Oui. Parce que c'est extrêmement dangereux, une boucle d'autobus. Les chauffeurs de bus rentrent dans cette boucle-là en se disant que les piétons traversent tous au même endroit. Clairement. Mais c'est pas vraiment bien indiqué, par contre. Hein? Ben, c'est assez bien indiqué. Pas pour la rue, parce que moi, où je traverse, quand moi je débarque l'autobus... non, mais quand moi, exactement. Mais moi, j'habite juste en arrière du Harvey's. Donc, moi, je traverse direct au Kentucky et ensuite chez moi. J'ai quand même 44 ans. Oui, mais à un moment donné, il va arriver quelque chose.
À moi? On ne sait pas, Émilie. Non. Il y a un passage piétonnier. OK, mais je comprends pour... je comprends qu'il y a des gens aussi qui sont moins peut-être alertes, là, mais... Tout le monde. Je comprends. D'accord. Mettons, je vais le faire, là. Pour votre sécurité. Pour ma sécurité, je vais le faire. Merci. Mais il y a quand même une façon de dire les choses et je vous jure que cette personne-là est même citée dans Spotted Saint-Eustache, là. Il est vraiment baveux. Merci pour votre intervention, Madame. Merci. Donc, c'était la dernière question que nous avions pour cette séance publique du Conseil d'administration. Donc, nous allons vous souhaiter, nous vous remercions d'avoir été parmi nous et nous allons vous souhaiter une bonne fin de soirée et un bon été. Merci. Merci à tous.